tous, bonjour à toutes. Bienvenue. C'est un peu impressionnant, c'est le début. Je vois que la salle est presque pleine. C'est super, il reste encore quelques places si vous voulez appeler des gens pour qu'ils viennent écouter cette conférence. Je suis très heureux d'être ici pour cette troisième journée de Change Now, cette folle journée de clôture. Il y a quelques visages là dans la salle que j'ai vus depuis le début. Ça fait plaisir de les retrouver. Pour ma part, je suis Théo Nepivoda. Je suis journaliste chez Care News. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit média qui parle des acteurs de l'engagement au quotidien. Et je suis également hôte d'un podcast qui s'appelle Impact Mania. C'est un podcast qui analyse des solutions à impact et qui essaie de décortiquer, plutôt que décortiquer ces solutions pour savoir comment elles répondent à une problématique. Vous avez vient le temps donc de s'interroger sur cette jeunesse, sur sa place dans la société aujourd'hui. On parle beaucoup de cette jeunesse, on entend beaucoup de choses à son sujet. On entend notamment que elle s'intéresse moins à la politique et se tourne vers d'autres formes d'engagement. On entend aussi qu'elle cherche du sens dans ce qu'elle fait, notamment dans son travail. Et donc, c'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre. Moi, tout ce dont je suis sûr, c'est que cette jeunesse, aujourd'hui, elle essaie de changer les choses. Elle essaie de se motiver peut-être plus que des générations précédentes. Voilà. Pour aller un peu plus dans le sujet, on va se demander durant cette session si cette jeunesse peut changer les choses au sein de l'entreprise et faire bouger les lignes directement à l'intérieur en tant que salarié. Je vais vous spoiler un peu, mais la réponse à cette question, c'est oui, parce que la jeunesse peut faire bouger les lignes à l'intérieur de l'entreprise. Et pour répondre à cette question, pour venir apporter de la matière à cette thématique, on va avoir un panel assez exceptionnel avec des témoignages très intéressants qui viennent du monde de la banque ou d'autres grosses structures et qui vont venir nous apporter leur témoignage. On va aussi avoir des influenceurs qui vont venir porter la voix de cette jeunesse, venir poser des questions, porter la voix de cette frange de la population. Sans plus attendre, je vais accueillir Claire Pétro qui va me rejoindre sur scène pour la keynote. Claire Pétro. Tu peux te mettre là. Bonjour Claire. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir sur scène. On s'est déjà croisés durant ces 3 jours. Tout à fait. Comment ça se passe pour toi pour l'instant Ça se passe bien. Pour la petite anecdote, c'est ma première expérience de sommet en tant qu'intervenante. Donc, très agréable de pouvoir découvrir l'expérience Change Now avec ce nouveau rôle. Une première qui va bien se passer. Donc, tu vas nous présenter les pépites vertes que tu as fondées il y a quelque temps. C'est donc un média et aussi un réseau de personnes qui sont dans la transition écologique. Sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un peu tout ça. C'est à toi pour 10 minutes. Merci Théo. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va. Ça va ? Ouais, super. Je suis ravie d'être avec vous pour les 10 prochaines minutes. Je me représente très rapidement, je suis Claire Pétro, j'ai créé le média Les Pépites Vertes, un média pour équiper les jeunes talents de la transition écologique et comme le disait Théo aussi, une communauté. Mais avant de vous expliquer pourquoi et comment j'ai lancé ce projet, j'aimerais vous présenter cette vidéo. Mais quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite ? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop. Et puis, un burn-out à 40 ans. Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Est-ce que parmi vous, d'autres personnes ont vu cette vidéo ? Beaucoup de personnes. Ce que j'aimerais partager, même à la régie, ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont les différentes émotions que j'ai ressenties au visionnage de l'ensemble de cette vidéo. Les premières émotions que j'ai ressenties, tout comme ces étudiants en pleine empathie avec eux, c'est de la peur, de la colère d'une certaine manière et un sentiment plus global d'éco-anxiété.
Est-ce que c'est quelque chose que certains d'entre vous ressentent parfois? Ok. Je vous invite à lever la main quand les émotions que je mentionne sont des émotions que vous ressentez. La deuxième chose, j'ai trouvé que c'était très courageux de porter le sujet de la défiance, de porter même presque une volonté de rupture en faisant volontairement référence à un film qui est récemment sorti pour expliquer ce mouvement. Et puis enfin, j'ai aussi été prise d'un vertige. Ce vertige qui, face à toutes ces émotions mélangées, nous fait dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai d'autant plus ressenti ces émotions qu'il y a 3 ans, moi-même, je terminais mes études et je publiais mon premier article LinkedIn, Dieu sait qu'il y en a eu d'autres après, en 2018, en expliquant que nous avons le choix, effectivement, à la sortie de nos études, d'investir des carrières qui peuvent avoir un impact positif. J'ai d'autant plus ressenti les émotions de ces étudiants et étudiantes que sur la photo, c'est ma petite sœur qui a elle aussi fait l'agro et est devenue agricultrice. Dans cet article, j'explique ce que j'ai fait, moi, pour trouver ma voie et comment j'ai usé et abusé des opportunités de stage qui m'étaient présentées pour aller sur le terrain, découvrir ce qui me plaisait. J'ai travaillé à la ruche qui dit oui, une solution qui connecte des agriculteurs et des consommateurs, et j'ai donc compris les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture. Ensuite, j'ai fait un autre stage à Caussiclet, dans une belle ville qui s'appelle Angers. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette ville, c'est une très belle ville. Et j'ai collecté les biodéchets des restaurateurs pour en faire du compost. Et puis enfin, j'ai fait un dernier stage dans une structure que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Change Now. En 2018, je rejoins l'aventure Change Now et pendant 3 ans, main dans la main avec les fondateurs, je coordonne la communication de l'événement. Bon, vous pourriez me dire que l'histoire s'arrête ici, mais il reste 5 minutes 44. Donc il y a quelque chose d'autre qui arrive après. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de mes expériences, j'ai reçu énormément de messages sur Instagram, LinkedIn, Facebook, de jeunes qui me demandaient « Mais comment t'as trouvé ta voie ? Comment t'as trouvé ton stage ? Comment t'as trouvé ton premier job ? Et comment t'as fait pour savoir qu'est-ce qui était fait pour toi ?» C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée et l'envie de créer les pépites vertes. Et pour vous expliquer quand j'ai lancé ça et comment, je vous propose de lancer la petite vidéo de teaser. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voie ? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les pépites vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est un petit peu moins vrai, c'est 10 ans pour changer le monde. Ça marche plus trop. C'est plutôt 50 ans de retard, en fait. Mais du coup, j'ai eu envie de lancer un média qui donne la parole à ces jeunes salariés de la transition écologique pour montrer qu'il y a plein d'opportunités dans plein de secteurs différents et expliquer que la diversité des engagements au travail est réelle. Pour ça, je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai fait avec des pépites vertes. Je vais vous en présenter quelques-unes pour vous montrer concrètement qu'est-ce que c'est qu'une pépite verte, c'est-à-dire un jeune actif qui vient de rentrer sur le marché du travail et qui a décidé de travailler dans une structure de la transition écologique ou dans une structure en transformation. Je pense par exemple à Théophile, en haut, qui travaille à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et qui est animateur à la biodiversité dans la ville d'Angers. Je suis désolée, après j'arrête de parler d'Angers. Je pense également à Émilie, qui est en bas, et qui travaille à Fort-de-France, qui répare des ordinateurs et des téléphones pour allonger leur durée de vie. Je pense aussi à Jasser, qui est consultant en transition énergétique dans un grand cabinet de conseil, à Marion, qui travaille dans un groupe automobile depuis Stockholm sur les sujets de transformation de la supply chain, ou encore à Camille, qui bosse pour récupérer les livres de la ville de Strasbourg et les réinsérer dans un circuit de seconde main. Il y en a beaucoup d'autres, j'aimerais toutes et tous vous les présenter, mais ce que je veux vous montrer simplement avec ces différents visages, c'est la diversité des engagements.
Lorsque j'ai publié plein d'articles des Pépites Vertes, lorsqu'on a publié plein d'articles des Pépites Vertes, fait des vidéos, des interviews partout en France, j'ai regardé le site internet et je me suis dit, tous ces gens sur ce média qui ne se connaissent pas, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que chaque jeune avec qui j'échangeais me disait son envie d'agir, d'aller plus loin et surtout son sentiment de solitude. C'est la raison pour laquelle, en septembre dernier, on a lancé le Club des Pépites. C'est un réseau national qui connecte des jeunes talents de la transition écologique via des expériences digitales, mais aussi via des événements physiques. L'expérience a super bien fonctionné. On a créé des synergies entre des talents qui vont de Caen à Biarritz, en passant par Bordeaux et bien sûr la région d'Île-de-France. Et du coup, on lance une nouvelle promo l'année prochaine. Ce qui est intéressant et ce qu'on fait avec nos pépites vertes et la communauté qu'on fédère autour de nos valeurs d'engagement au travail, c'est qu'on permet à des lycéens, des lycéennes, des étudiants, des étudiantes de se projeter dans des carrières accessibles. On crée de la proximité entre les jeunes qu'on fédère et les jeunes qu'on a envie d'inspirer. Cette photo, par exemple, c'est quand on a organisé une conférence à la région Île-de-France devant des lycéens pour montrer différentes opportunités de métier. On le fait aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube et bientôt sur TikTok. Mais ce n'est pas moi qui ferai la vidéo. Une autre chose qui nous tient à cœur aux Pépites Vertes, c'est de pouvoir porter la voix de cette communauté de jeunes qu'on fédère. On discute beaucoup avec eux, on collecte des données, nos abonnés comme les membres de notre club, et on a identifié 3 grandes attentes des jeunes talents vis-à-vis de leurs employeurs. D'une part, des grandes ambitions sur le sujet climat, environnement et social de la part des entreprises. D'autre part, si ce n'est pas encore le cas, une notion de transparence et de communication sur les défis avec humilité et l'envie d'avoir une vraie feuille de route pour atteindre les objectifs recommandés par le GIEC. Enfin, une vraie volonté d'impact pour pouvoir s'engager dans des entreprises qui nous donnent la possibilité de travailler et de mesurer tous les jours l'impact qu'on peut avoir au travail. L'objectif final avec ce projet des Pépites Vertes et toute cette communauté de jeunes, c'est de vous dire qu'on est volontaire et qu'on est là pour transformer avec vous durablement le monde du travail. La dernière photo que j'aimerais vous présenter, c'est celle-ci, celle d'une équipe. Moi, j'ai fait du handball et je suis persuadée que ce qui va fonctionner dans tous les sujets de transition énergétique, écologique, biodiversité, ressources, ce sont les humains et ce sont les gens ensemble, en commun, qui font des équipes de confiance. Dernière chose, et je suis parfaite en timing, il reste 5 secondes, j'ai envie de vous dire au boulot. Merci Claire, merci beaucoup. Merci. C'était super. On te retrouve du coup sur TikTok dans quelques... Suivez-moi sur TikTok. Sur TikTok. Tu restes avec nous un petit peu. On va accueillir nos 4 autres invités qui vont nous rejoindre sur scène. C'est à vous, venez. Claire, tu vas te mettre plutôt là-bas. C'est parti. Tu peux te mettre tout au bout. Claire à côté. Et tous les 3 comme vous voulez, au hasard. Mélangez-vous comme vous voulez. Voilà, ici et ici. Alors, bonjour à vous 5, enfin à vous 4 vu que Claire était déjà avec moi. Je le disais, cette session sera l'occasion d'avoir des retours d'expérience. Et ici, on va avoir des retours d'expérience sur un monde qui est celui de la banque, avec notamment 3 personnes qui sont juste ici à côté de moi. Et nous allons leur demander comment donc cette jeunesse peut transformer le monde de l'entreprise et plus particulièrement ce monde de la banque. Je commence par Grégoire Demier, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Donc, tu es analyste carbone chez Carbon 4 Finance. Carbone 4 Finance. Carbone 4 Comme Finance. tu veux. Ok, je l'ai tenté à l'anglaise, mais restons... Ok, c'est parti. Célia Deschamps, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es chargée de mission RSE et analyste de risque ESG chez BNP Paribas. Tu vas donc nous livrer cette expérience de la banque. Ravi d'être ici avec toi. Et à tes côtés également une collègue, Pauline Blandin, tu es chargée d'investissement à impact, donc également chez BNP Paribas. Et tout au bout, très très loin de moi là-bas, je termine le tour de la table avec les 2 influenceurs. Je ne sais pas si vous aimez ce Challenger, terme. non?
Ouais, c'est pas... Mais tu peux y aller. Hein. Écoute, on va dire influenceur, c'est parti. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que vous connaissez bien cette jeunesse parce que vous êtes entouré de votre communauté. Gaspard G, tu as ta chaîne YouTube sur l'actualité politique et tu as monté l'agence de création Intello. Et tu as, il me semble, 162 000 abonnés sur YouTube. Ouais. J'ai regardé, j'ai taffé le sujet. Et à côté de toi, Claire Pétro, qui est là depuis tout à l'heure, voilà, qui a fondé les Pépites Vertes, toujours, encore. Je le disais, donc on va revenir à Pauline Blandin. On va commencer par la proximité. Tu es chargée d'investissement à impact chez BNP Paribas. Donc tu finances des structures à impact ou qui participent à la transition écologique. Tu as 36 ans. Il me semble que tu es la moins jeune ici, mais on peut dire que tu es toujours jeune. Dans la tête, toujours jeune. Tu es rentré donc à BNP Paribas après, il faut le dire, avoir un peu tâtonné, cherché ta voie, et finalement tu es rentré donc dans la banque, en te disant que c'est ici que tu pourrais avoir un vrai impact. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche ? Exactement. Donc, je cherchais. Bonjour à tous. Donc, je cherchais effectivement comment m'engager de la meilleure manière. Et donc, dans mes études, j'ai fait une école de commerce. J'ai pris tous les cours sur la thématique qu'on pouvait avoir. Tu l'as noté, je suis la moins jeune. Donc, il y avait effectivement moins de choix à l'époque. Et puis, on n'avait pas une Claire et ses pépites vertes pour nous orienter. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal tâtonné. Et un jour, donc en prenant un cours de la finance de l'énergie, j'ai réalisé le rôle que la finance pouvait et devait avoir dans la transition. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée en banque. Donc au début avec un parcours plutôt classique de financement de matières premières. Donc j'essayais quand même de travailler les enjeux de la transition et de la RSE. Donc à l'époque, encore une fois, c'était pas toujours avec succès. Donc j'avoue que j'ai eu des doutes. Donc je me suis posé la question d'aller dans une ONG, dans une start-up qui semblait assez attractive. Et puis c'est des collègues qui m'ont retenue en me disant non, parce que si tous les jeunes engagés comme toi quittent le navire, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus cette force vive en interne qui nous pousse à bouger les lignes. Donc reste, et je ne le regrette pas du tout, puisque maintenant, donc ça fait plusieurs années que j'ai la chance d'être dans des postes qui me permettent de vraiment mettre mon engagement à l'œuvre. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis dans une équipe qui est en charge d'investir sur le capital de BNP Paribas une enveloppe de 200 millions d'euros dans des entreprises à impact sur des thématiques capital naturel, changement climatique, local développement et impact social. Et juste avant, j'étais dans le département CIB, donc, qui gère les grands clients et clients institutionnels. Et mon travail était d'inclure des objectifs de développement durable dans nos financements. C'est très intéressant, je trouve, de faire part de tes doutes. Ça permet d'avoir l'entièreté de ton parcours et de bien comprendre tes motivations et ce qui finalement a changé, parce qu'il y a eu un déclic à un moment. Célia Deschamps, ça va être la même question. A-t-on réellement la possibilité de changer la banque en tant que jeune? Toi, tu as eu un parcours un peu différent parce que tu as commencé tes études dans le domaine plutôt scientifique. Et aujourd'hui, finalement, tu travailles, donc, je le disais auparavant, à la direction de la RSE, donc toujours chez BNP Paribas. Donc, tu as fait cette trajectoire parce qu'en fait, tu t'es dit, tu as eu l'impression que c'était là que tu allais pouvoir changer les choses, avoir, comme le disait ta collègue, de l'impact. Alors, verdict, 7 ans après, est-ce que tu as toujours ce même sentiment? Oui, plus que jamais. Comme tu le disais, donc moi, j'ai rejoint BNP Paribas il y a 7 ans. Fraîchement diplômée en mathématiques et à l'époque intéressée par la technicité des modèles de gestion des risques financiers et impressionnée par les banques, leur portefeuille client avec implanté dans tout le monde et des clients d'absolument toutes les industries. Et j'ai pu voir de plus près qu'effectivement, les portefeuilles clients étaient remarquables et que c'est vraiment là leur levier, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 2 ans, quand j'ai cherché à me reconvertir et à avoir de l'impact à travers ma vie professionnelle, au final, c'est en interne, dans cette direction de la RSE, donc qui pilote et définit la stratégie environnementale et sociale pour le groupe, que ça a coché toutes mes cases. Parce que j'étais convaincue, j'avais vu l'impact que ça pouvait avoir. Et en même temps, à l'inverse, ça répondait à mon critère de il faut que moi, je sois utile, que mes compétences et mes connaissances soient adaptées.
C'est drôle, il y a deux mêmes conclusions, mais deux parcours quand même qui sont assez différents. On va sortir quelques instants de BNP Paribas si vous le voulez bien. Grégoire Demier, donc analyse carbone chez Carbone 4 Finance. Tu expliques en gros, si j'essaie de résumer aux investisseurs, les enjeux de la transition et tu les accompagnes en leur indiquant en gros les entreprises les plus vertueuses et celles qui le sont moins. Quel est ton regard justement sur cette capacité de transformation des banques par cette jeunesse que vous représentez, que je représente aussi? Je pense que ce qui est important vis-à-vis de la jeunesse, c'est que les banques et toutes les entreprises ont autant besoin des jeunes que nous, on a besoin d'elles pour la transition. Les banques, elles veulent s'assurer d'avoir les bons talents qui les emmèneront loin, qui vont leur permettre d'avoir un modèle d'entreprise qui soit pérenne, donc compatible avec la transition. Et ça, c'est pour l'instant les jeunes qui portent ça. Mais nous, on a aussi besoin de ces banques et des entreprises pour réussir cette transition, justement. Donc, c'est pour ça. Et peut-être un petit mot sur Carbone 4 Finance. On a deux missions principales. La première, c'est mesurer l'impact carbone des institutions financières, donc que ce soit une banque, un asset manager, enfin bref, des portefeuilles d'investissement. Donc vraiment un enjeu de comptabilité. Et notre deuxième mission, c'est d'être en fait les modérateurs du débat sur la transition et sur la finance dans sa globalité. Donc essayer de venir expliquer à nos clients, donc à ces banquiers, etc., comment utiliser les bonnes métriques, etc. Voilà. Donc à Célia et Pauline. Exactement, par exemple. Sorte. On va passer du coup, c'est le moment où vous entrez en jeu, Claire et Gaspard. Vous avez donc écouté ces courtes présentations et je suis sûr que vous avez tous les deux des interrogations à nous faire part au public ici. Gaspard, tout d'abord, je le disais, tu as une grosse communauté, notamment sur YouTube. Tu t'es fait connaître principalement sur YouTube. Tu connais bien cette jeunesse qui s'intéresse à l'écologie, mais qui peut parfois rester dubitative face aux réponses apportées. Quelles sont, selon toi, leurs interrogations? Quelles sont tes interrogations? Je crois que tu as une première question pour Célia, peut-être. Absolument. Merci d'ailleurs pour cet échange. Je le trouve vraiment précieux. On parle aujourd'hui de plus en plus de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On leur demande, en plus de leurs objectifs privés, de favoriser aussi les objectifs qu'on pourrait appeler des objectifs de bien commun. On demande aux entreprises d'adopter parfois aussi du coup, des politiques qui sont possiblement contraires à une logique de rentabilité que peut être la leur. Alors, je vous pose la question, quelle posture, quel rôle joue votre entreprise dans la lutte contre le réchauffement climatique et le maintien de l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré, qui est aujourd'hui largement recommandé par le GIEC? Question cash, Célia, vas-y. Non, c'est la question à laquelle devraient répondre tous les acteurs. Et donc, une première observation, je suis assez contente de voir, j'ai l'impression vraiment qu'on arrive enfin à dépasser cet antagonisme entre profit et transition et que les acteurs se rendent compte toutes les opportunités que piloter leur transition va leur apporter. Donc ça, c'est une première observation. Et ensuite, pour ce qui est du consensus qu'il faut absolument limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré aujourd'hui, les experts nous expliquent que la seule solution pour y arriver, c'est la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être net zéro en 2050 ? Donc, c'est pas ne plus émettre de carbone, ça c'est impossible. Mais par contre, c'est ne pas en émettre plus que ce que la planète peut naturellement absorber. Et c'est précisément l'engagement qu'a pris BNP Paribas l'année dernière d'être net zéro 2050 à travers la Net Zero Banking Alliance, qui est une initiative qui est soutenue par l'ONU. Et donc depuis, en pratique, on pilote l'alignement de notre portefeuille sur la trajectoire du scénario Net Zero 2050 de l'Agence internationale de l'énergie, qui est vraiment le scénario de référence en la matière. Et d'ailleurs, on observe avec ce pilotage que le point de départ du portefeuille de BNP Paribas aujourd'hui est sensiblement mieux placé que le point de départ du scénario, donc qui est le point de départ de la situation globale aujourd'hui, et ce qui s'explique par les politiques et les actions environnementales
menée par le groupe depuis maintenant quasiment 10 ans, et la sélectivité pour les clients dont nous avions fait preuve, et sous l'impulsion donc du département, notamment de la RSE. Grégoire, peut-être un avis sur cette question, sur le rôle des entreprises et des banques pour respecter les accords de Paris? Un autre point de vue, j'imagine. Avec plaisir, avec plaisir. Je pense que quand on parle des banques, avant tout, c'est important de rappeler que les grandes banques françaises, donc il n'y a pas que la BNP, ce sont des banques systémiques, donc elles sont le miroir de notre économie. Aujourd'hui, notre économie, elle nous amène vers un monde aligné à plus ou 4-5 degrés en fonction des scénarios. Donc forcément, la BNP, mais pas que, finance ces activités-là qui vont dans le même sens. Pour moi, ce qui est important, c'est que les départements dans lesquels vous travaillez toutes les deux, qui aujourd'hui sont peut-être des petits départements, vont devenir les départements majoritaires dans le futur. Et c'est pour moi ce qui est important. Très après, ouais. Là où il faut faire attention, c'est la vitesse de cette transition. Aujourd'hui, on est dans une urgence. Ça serait important que la BNP se positionne comme ça. Intéressant cette idée de petits départements que vous représentez qui vont grossir dans les années à venir. Claire, tu avais également une question. Tu connais bien cette transition écologique sur la part moins verte du financement et des entreprises. C'est à toi. Tout à fait. Une première question sur la notion d'impact. Comment est-ce qu'on peut s'assurer en tant que jeune talent d'avoir un vrai impact mesurable dans une grande entreprise comme la BNP? Alors, on ne respecte pas l'ordre, mais c'est pas grave, allons-y, c'est parti. C'est pas grave, donc je crois que cette question est pour moi. Et donc, dans mon nouveau job, en fait, c'est vraiment mon quotidien, puisque, donc, comme je disais, on est responsable dans mon équipe d'investir une enveloppe d'investissement, donc impact. Donc, le premier filtre qu'on va appliquer quand on va regarder une entreprise sur les 3 thèmes que je mentionnais, donc capital naturel, climate change, local development et social impact, on va regarder ça sous le prisme qui est un triptyque qui est aujourd'hui la définition qui devient le standard sur l'investissement impact. Donc c'est l'intentionnalité de l'entreprise à avoir un impact, l'additionnalité de son impact et la mesurabilité de son impact. Donc clairement, ça va être avec les entreprises dans lesquelles on investit, définir quels sont les indicateurs les plus performants, et les entreprises vont devoir nous reporter sur ces indicateurs les impacts qu'elles ont eus au fil du temps, ce qui nous permettra, donc à terme, j'espère dans quelques années, revenir discuter de l'impact que notre enveloppe d'investissement a eu en termes de tonnes de CO2, tonnes de plastique évité, etc., etc. Donc dans mon job précédent, donc ce qu'on faisait, qui consiste à inclure dans nos financements des objectifs de développement durable, donc des indicateurs sur lesquels nos clients vont devoir performer et paieront plus ou moins cher leur financement, donc comme moyen de les engager à transitionner plus vite. Là, clairement, ça va encore être une fois un impact très mesurable avec des données chaque année, comment ils ont performé. Et donc moi, à mon niveau, par exemple, des heures de négociation que je vais avoir passées avec un client pour qu'il augmente son ambition de réduire de 1% de plus ses émissions ou de recycler de 1% de plus ses emballages, ça va être des heures de négociation pour 1%, mais 1% sur une multinationale, c'est énorme. Et donc après, il y a l'impact qui n'est pas mesurable, qui est l'impact de tous les jours passer notre conviction, notre engagement à soit des collègues qui n'étaient pas aussi activement engagés que nous ou des clients. Et donc, par exemple, moi, j'ai eu des cas de figure où des directeurs ou directrices RSE sont venus me voir pour me remercier parce que la discussion qu'on avait eue avec leur directeur financier, qui entend la banquière dire tous vos financiers vont regarder comment vous performez sur vos objectifs de développement durable, ça permet de débloquer par la suite plus de budget pour des projets de transition. Donc, c'est à la fois mesurable et pas mesurable. Je vois Grégoire hocher de la tête rapidement sur cette question de l'impact. Oui, par rapport à l'impact d'une banque, je pense que c'est quand même important de rappeler de quoi on parle. L'impact carbone d'une banque, c'est l'impact de son financement. Et donc, paradoxalement, une entreprise comme Total ou BP, donc une grande gazière, une grande pétrolière, quand elle publie son impact carbone, elle publie à la fois l'impact de ses activités, mais aussi l'impact carbone du pétrole qu'elle vend, c'est-à-dire la combustion du pétrole vendu par ses clients. Quelque part, ce n'est pas des émissions qui lui reviennent directement, c'est des émissions de ses clients. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on attend d'une banque,
d'un point de vue d'un acteur comme Carbone 4 Finance, mais je pense pour l'ensemble du marché, c'est qu'une entreprise comme BP publie aussi l'impact carbone de tous ses investissements. Et pour l'instant, c'est un obstacle auquel on fait face et c'est assez compliqué. Donc quand on parle d'impact, on parle aussi d'impact positif. Donc qu'un projet soit vert ou un projet soit brun, il faut dans les deux cas publier son impact. Donc de la transparence dans tous les cas. Ça serait super. C'est le préalable pour le reste. On va rester sur Claire, on repassera à Gaspard après pour la dernière question, pour essayer d'équilibrer. Claire, donc, tu avais aussi une question sur la part moins verte, je me répète, des activités de la banque. Je te laisse la parole. Tout à fait, ça fait exactement le lien. Et je l'aurais évoqué dans la keynote, il y a une volonté de la part des jeunes talents, des étudiants, de savoir dans quelle mesure est-ce que les entreprises s'engagent à respecter notamment les recommandations du GIEC. On a entendu les projets durables dont lesquels vous nous parlez. En tant que jeune talent, quel regard portez-vous sur les projets de financement, sur des sujets plutôt de financement de nouveaux projets fossiles liés à l'activité de votre entreprise? Pardon, Célia, à toi. Ouais, pas de souci. Ça c'est c'est un vrai sujet en ce moment, c'est un vrai problème. Donc juste, je vais me permettre de préciser que quand on parle de nouveaux projets fossiles, évidemment, financés par BNP Paribas, évidemment, il n'y en a pas un seul lié au charbon. On est sorti du charbon il y a 2 ans. Aucun nouveau projet charbon ne sera financé. N'a été financé ces 2 dernières années et ne sera financé. Par contre, effectivement, la situation est plus compliquée pour le pétrole et le gaz. Dans son scénario Net Zéro 2050 que je mentionnais, l'Agence internationale de l'énergie, les experts nous expliquent que il n'y a pas besoin de nouveaux projets liés au pétrole et au gaz, parce que ceux qui sont déjà existants vont suffire pour notre approvisionnement. Ça, c'est une conclusion. Sauf que cette conclusion est basée sur l'hypothèse d'une réduction de la demande court terme, de 2020 à 2025, de 20% de la demande en pétrole et en gaz. Sauf qu'aujourd'hui, en 2022, on constate que la demande en pétrole et en gaz depuis 2020 a augmenté. Donc du coup, les énergéticiens expliquent, mais nous, on a besoin du coup de répondre à cette demande, sinon au risque de perturber l'économie mondiale. Donc les faits sont ceux-là. Tu me demandais mon avis. Personnellement, je pense qu'il faut agir à la fois sur la demande et sur l'offre. Parce que si on attend que l'un des deux commence à diminuer, on s'en sortira pas. Donc pour la demande, je pense que là, on a aussi tous, nous, notre rôle à jouer de continuer à faire évoluer nos habitudes, nos comportements. Et je pense que par contre, il faut absolument accroître la pression qu'on peut mettre sur l'offre. Et c'est d'ailleurs exactement en ligne avec ce que vient de faire BNP Paribas au début du mois, en envoyant un message très fort de réduction de nos expositions de crédit au secteur du pétrole et au gaz, donc pour impacter l'offre. Court terme, 2025, pareil, de 12%, réduction de 12% pour le pétrole et le gaz, et dont au moins 25% pour le pétrole seul. C'est une réponse assez honnête, je dirais. Est-ce que Grégoire, tu veux venir apporter un point de vue qui balance un peu ? Oui, peut-être une petite nuance. Quand on parle de transition, c'est tous les secteurs et tous les acteurs qui doivent participer, qu'on soit citoyen, qu'on soit l'État, qu'on soit une entreprise, on doit tous être impliqués dans la transition. La banque a quand même un statut un peu particulier, étant donné qu'elle est à l'interface entre le monde physique, économique et le monde financier. Et en fait, elle doit être moteur de cette transition. Et je pense que les engagements que vous avez pris, je ne serais pas capable de dire s'ils sont suffisants ou pas, mais ce qui est important, c'est de se dire que la banque est au centre du système et doit être moteur de ces actions. Top. Il y a une question, j'imagine, que vous vous posez, en tout cas moi je me la pose, c'est celle de savoir où va notre argent en tant que citoyen. Gaspard, tu avais une question à ce sujet ? Absolument, on a parlé de transparence, moi j'aimerais vous parler du coup de contrôle un petit peu. Aujourd'hui, les citoyens
particulièrement issus de notre génération. Ils sont de plus en plus engagés, on en a parlé. Cet engagement, ils le réclament chez leurs aînés, mais également auprès de leurs entreprises, de leurs banques. Les banques, elles, financent le monde, on en a également parlé. Alors, je vous pose la question, comment on fait aujourd'hui pour que ces citoyens qui sont éveillés à ces enjeux soient assurés que leurs économies, leur épargne, n'aillent pas financer des projets qui iraient à l'encontre de leurs valeurs? Pauline, peut-être, ouais. Alors donc là, il y a deux choses. Premièrement, sur les produits d'épargne, donc on a des solutions d'épargne qui vont permettre de choisir très concrètement vers où vous voulez, enfin vers quoi vous voulez allouer votre argent. Donc là, ça va être vers où vont aller les économies selon des filtres, des critères environnementaux, sociaux, labels de votre choix. Donc là, on a toute une offre de produits d'épargne pour les clients particuliers, les clients entreprises, les institutionnels. Donc pour les particuliers, c'est disponible sur le site BNP Paribas. Et moi, je peux vous parler d'un exemple que je connais donc un peu plus puisque c'était mon ancienne équipe. Très concrètement, BNP Paribas a émis toute une série de green bonds, donc des obligations vertes. Donc là, les clients qui vont investir dans ces green bonds peuvent être assurés, parce que donc c'est très contrôlé, c'est très cadré, peuvent être assurés que cet argent va uniquement aller financer des projets ou des actifs qui ont été sélectionnés pour leur impact environnemental. Donc là, un exemple très concret, c'est de l'infrastructure d'énergie renouvelable. Après, un autre exemple que je trouve très intéressant, alors je suis biaisée, c'est mon équipe actuelle. En 2015, BNP Paribas a décidé d'investir 100 millions d'euros de capital propre dans des startups de la transition énergétique. Et donc aujourd'hui, fort de cette expérience, la banque lance un fonds qui sera cette fois ouvert à des investisseurs externes, donc qui pourront eux-mêmes investir leur capital dans des startups. Cette fois sur un mandat un petit peu plus large, c'est un fonds qui est lancé avec la fondation Solar Impulse. Et donc, il va investir dans des startups qui sont labellisées par la fondation Solar Impulse et qui vont apporter des solutions sur la transition énergétique, sur la mobilité, sur l'économie circulaire, sur l'agriculture ou sur la biodiversité, par exemple, qui est un sujet qui va parler particulièrement demain. Et donc, pour donner aussi un exemple très concret, on a investi dans une entreprise qui est ici à Change Now, qui s'appelle CarbonWorks, et qui propose une solution de capture de CO2 par la photosynthèse micro-algale. Donc voilà, ça c'est des solutions de comment placer votre argent sur, comment investir dans des véhicules qui vont vraiment flécher l'utilisation de vos économies. Et après, pour revenir un petit peu sur l'activité de la banque, l'activité la plus classique, financer l'économie mondiale, financer les grosses entreprises. Encore une fois, je trouve qu'une évolution qui est très intéressante récemment et qui s'est fortement accélérée, c'est donc ce mécanisme que je mentionnais, donc sur lequel j'ai travaillé les précédentes années. Ça s'appelle le Sustainability Linked Loan. Donc concrètement, c'est quand on va financer une entreprise, je ne sais pas, disons à 5 ans, donc par exemple une entreprise du secteur de l'agroalimentaire, on va s'asseoir avec elle, définir quels sont les enjeux environnementaux et sociaux prioritaires dans votre secteur d'activité, basés sur leur stratégie, notre vision avec le département de Célia sur cette activité, des experts ESG, des experts sectoriels. Et donc, par exemple, pour l'agroalimentaire, je prends le cas d'un client concret, on avait défini que c'était non seulement donc, la réduction de gaz à effet de serre, le recyclage de ses emballages, son approvisionnement en matières premières, le café en l'occurrence, qu'il soit produit de manière responsable, et à quel point l'entreprise soutient ses fermiers producteurs de café. Donc on définit des objectifs. Chaque année, on va regarder comment l'entreprise va performer. Et si elle atteint les objectifs qu'on a définis, elle va être récompensée et payée moins cher. À l'inverse, si elle ne les atteint pas, elle va être pénalisée. Donc c'est vraiment une manière d'engager toutes les entreprises à accélérer leur transition, les récompenser pour les investissements qu'elles ont faits et donc les encourager à en faire d'autant plus. Et donc ça, c'est vraiment la manière dont la banque met à l'œuvre tout son capital pour faire transitionner toutes les entreprises de tous les secteurs, puisque tout le monde doit y contribuer. Et donc c'est une évolution très intéressante parce qu'il y a quelques années, c'était encore marginal, réservé aux meilleurs de la classe sur leur stratégie de transition. Aujourd'hui, c'est vraiment en train d'accélérer, de se répandre sur tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprises. J'espère que demain, ce sera automatique. Dans tous les financements, on aura ce mécanisme. Donc je trouve que c'est un exemple assez concret. J'avais une question pour vous dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main pour savoir à peu près, est-ce que vous savez, vous, ici, où va votre argent? Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, dont vous avez conscience? Levez la main si c'est votre cas. Donc il y a, je dirais,
30% comme ça à peu près, qui savent exactement où vont leur argent. Donc on voit que c'est une question qui se pose encore et qui est encore très, très présente. Je ne sais pas si très rapidement, si l'un de vous veut parler sur ça, ou sinon on peut enchaîner comme vous voulez, Grégoire. Rapidement, ouais. Très rapidement, ouais. Où va l'argent ? Moi, c'est mon métier d'essayer de comprendre ça et je ne sais pas vraiment où va l'argent. Donc voilà. Peut-être que le plus important, c'est de garder en tête qu'il faut, de manière générale, que toutes les institutions financières soient plus transparentes sur leurs investissements. Peu importe, que ce soit une banque, que ce soit une assurance. Enfin, il doit y avoir un effort collectif du monde financier pour que ce soit plus clair. Ok, merci. J'ai une question voilà, on va sortir un peu de la banque et revenir sur la place des jeunes de manière plus générale. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ici dans la salle ou qui nous regarde, qui veut se lancer dans un métier vert et notamment dans la banque ? Ça peut s'adresser à vous 5. Je te regarde, Claire, parce que c'est un peu ton quotidien. Et je voudrais juste aussi faire une toute petite spécificité sur la sémantique entre un métier vert et un métier verdissant. Important, ouais, très important cette. Qui a été définie notamment par l'ADEME sur le fait qu'il y a des métiers qui sont dédiés à l'accélération de la préservation de l'environnement, qui sont par exemple le jeune que je vous avais présenté, Théophile, il est animateur pour la LPO et il anime sur les sujets biodiversité. Son métier est un métier vert. Les métiers du déchet et de la réduction des déchets sont des métiers verts. À l'inverse, des métiers plus traditionnels, des métiers de comptable, des métiers de chef d'atelier industriel, qui sont en transformation, sont des métiers verdissants. Et c'est quelque chose qu'on essaie de porter aux pépites vertes sur le fait que, du coup, il y a plusieurs opportunités. S'il y a une volonté très forte d'aller dans une structure de la transition écologique, il y a des opportunités de métier. Mais il y a aussi peut-être la volonté de rejoindre des entreprises en transfo. Et auquel cas, le conseil que j'ai envie de donner, c'est d'aller regarder sur les pépitesvertes.fr. Bien sûr. Non, plus largement, c'est juste d'identifier des gens qui vous inspirent dans leur manière de travailler et de ne pas hésiter à leur poser des questions sur comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver ce job, quelles sont les compétences qu'ils mobilisent et à quoi ça ressemble vraiment son métier, parce que parfois on a aussi un petit peu de tendance à idéaliser le métier à impact, à arriver et à être un peu déçu. Donc il y a une grosse phase de curiosité en amont, je pense, à faire pour bien comprendre les différents enjeux, les différents écosystèmes de travail, parce que c'est pas pareil de travailler dans une entreprise en transfo en termes d'impact et de temps que de travailler en tant qu'animateur biodiversité dans la ville d'Angers. Peut-être Célia, sur cette question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute, qui souhaite se diriger vers ces métiers, notamment dans la banque ? Oui, je pense que le travail de recherche en amont, de curiosité, de vraiment essayer de comprendre l'écosystème et du coup, c'est ce que moi j'avais fait à mon petit niveau il y a 2 ans, réussir à trouver ce match, ce bon fit entre nos attentes, l'impact qu'on peut vraiment avoir, que le métier peut vraiment avoir, et encore une fois, il faut que ça soit en accord avec nous, nos compétences, ce que nous on sait faire en fait. Il faut, c'est bien d'avoir de l'impact, mais il faut quand même que nous on soit utile. Au final, sinon ça ne marchera pas. Donc je pense que vraiment c'est ça, c'est cette recherche, ce match, ce fit entre nos envies et ce qu'on sait faire. Bon, ok, on arrive à la fin. Merci beaucoup à tous les 5. Donc vous allez nous quitter. Merci Théo. Merci. J'espère que ça vous a plu. On va passer à la 3e phase de cette session. C'est parti. Merci. Et donc on va accueillir Quentin qui est en train de prendre un micro et qui me rejoint. On peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour Théo. On peut s'asseoir un peu où on veut, on a le choix. Allez, ici. Je suis ravi d'être avec toi ici.
Moi aussi. C'est assez intimiste, voilà, c'est sympa, on se croirait dans un salon. Donc on est ici pour ce troisième temps de cette session, un temps qui va nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur dans un projet que nous allons découvrir, un projet qui permet la structuration de ces jeunes qui souhaitent s'engager. C'est les collectifs que tu représentes et que personnellement, pour être tout à fait honnête, je trouve très inspirant. Donc tu es Project Leader chez BCG et donc je le disais porte-parole de ces collectifs. Les collectifs, en quelques mots, on y reviendra, tu auras le temps de nous expliquer. C'est un réseau de professionnels citoyens qui transforment l'entreprise de l'intérieur avec des groupes de salariés engagés. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ces témoignages de la banque que nous avons écoutés juste avant ? Déjà, merci Théo de me permettre de représenter les salariés qui s'engagent pour l'écologie dans leurs entreprises. Il y en a des milliers. Et j'ai trouvé que la discussion du panel d'avant qui était très intéressante et qu'elle abordait les bons sujets. Et on voyait que c'était complexe. On a pu aborder l'interdépendance. On a besoin des entreprises. Les entreprises ont besoin de leurs salariés et ont besoin aussi des clients, des citoyens. On a pu voir qu'à la fin, c'était un changement systémique qui était demandé. Et il faut pouvoir gérer la peur, en tout cas la peur qui est exprimée par certains étudiants et aussi l'envie de s'engager. Et à la fin, la question avec laquelle la question qui reste, en fait, c'est comment s'engager à son niveau avec d'autres quand le changement demandé, il est systémique. On va revenir du coup au début de cette histoire que tu as portée. Tu arrives donc dans le cabinet de conseil BCG à 24 ans. Là, tu as quel âge actuellement ? Là, j'ai 31 ans. Je ne sais pas si ça fait de moi un jeune, un moins jeune, un moyen jeune ou un déjà vieux. Presque vieux, on va dire. Presque vieux, alors. Non, je rigole. Et donc très vite, en rentrant dans ce monde du travail, tu vas devenir éco-anxieux. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme et tu vas un peu le développer. Et en fait, tu as l'impression que ton entreprise peut devenir plus vertueuse sur le plan écologique. Raconte-nous un peu ce que tu as ressenti. En fait, j'ai commencé du coup au BCG en sortie d'études. Et après, j'ai eu ce que certains appellent la claque écologique. C'est-à-dire qu'en 2016, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus fortement à ces sujets. Et là, pour le coup, c'est vraiment la claque parce que moi, personnellement, j'ai réalisé la magnitude de ce qu'il fallait changer. Il faut tout réinventer en fait dans nos sociétés, comment on mange, comment on se déplace, comment on emploie, comment on travaille. On réalise ça et c'est assez commun en fait. Aujourd'hui, en fait, il y a une partie de l'anxiété qu'on sent qui vient de cette réalisation qui est presque intime. Et j'ai réalisé ça et après, on est un peu tout seul avec la question de comment est-ce qu'on peut s'investir soi pour avoir le début d'un impact quand les changements sont si grands. Et moi, ça m'a. Aujourd'hui, on dit éco-anxiété, mais pour moi, c'était un vertige, c'était une déprime en fait, et une frustration de ne pas savoir comment faire. Oui, j'imagine que ce sentiment est assez partagé, surtout ici à Change Now. Et par rapport à l'entreprise, en fait, c'est les entreprises vertes et les entreprises verdissantes. Aujourd'hui, en fait, la plupart de l'économie est une économie qui est verdissante, donc en fait, qui doit se transformer. Et donc, 99% ou 95% des personnes aujourd'hui sont dans une situation où l'état actuel des choses ne convient pas à ce qui doit être dans 10 ans. Donc, en fait, cet écart, tout le monde le vit. Et donc, tu as eu ce vertige, du coup, que tu as très bien expliqué. Et il y a un moment où tu t'es dit, écoutez, je vais utiliser ce vertige et essayer de le transformer en quelque chose. Utiliser ce vertige pour faire quelque chose de concret. Et là, donc, 2018, tu as 28 ans et tu décides de monter un collectif dans ton entreprise de salariés engagés autour donc, de cette question écologique. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé ce moment-là, comment tu as monté ce collectif et comment ça s'est passé concrètement. On parle souvent de déclic, et souvent une question sur quel a été ton déclic. Moi je trouve que le déclic ça a été de se mettre à essayer de faire des choses. Et face à ce vertige, le choix que j'avais fait à l'époque, c'est de prendre un peu le contre-pied de la solitude. Parce qu'en fait, quand on a ce vertige, on se sent seul, on ne sait pas quoi faire, et on peut se binariser, un peu rentrer dans des schémas un peu négatifs. Et le pari, c'était de faire le contre-pied de ça et de se dire, je vais faire quelque chose, je vais faire des actions concrètes, même si j'ai l'impression qu'elles sont trop petites par rapport à
à la taille des enjeux. Je vais essayer de le faire dans mon entreprise, parce qu'en fait, j'y passe 10 heures par jour, que je connais cette communauté, et que si je fais changer mes collègues et l'entreprise ensuite, j'aurai un impact qui dépassera l'impact que je peux avoir individuellement. Je vais le faire de manière positive, en essayant de donner envie, de montrer l'exemple, et pas de rentrer dans ces discussions où on s'oppose, on discute, et ça n'avance pas, et ça peut même créer des tensions. Donc on va essayer de faire en montrant l'exemple et en donnant envie, et en essayant de parler à tout le monde. Concrètement, c'est très simple. J'ai commencé à en parler dans les couloirs, et j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui étaient réceptives à ces idées, et on a créé une petite communauté. On était 5 dans une salle de réunion, et on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de très concret. On a commencé par la caricature aujourd'hui, qui sont les gourdes auxquelles les salariés qui s'engagent sont parfois réduits, alors qu'en fait on sait qu'il y a bien plus derrière. Donc on a commencé par ça, par des newsletters qui ont été très lus. Sur l'écologie. Oui, sur l'écologie. C'était pendant une semaine thématiques, du développement durable. On a envoyé des newsletters sans demander la permission à l'entreprise chaque jour de la semaine. Et il y a eu 40% de taux d'ouverture, donc on s'est dit que ça intéressait. Et après, on a participé à un appel d'offres pour changer la cantine. Donc voilà, très concret. Très concret. Et après, on a vu que la suite, ça décolle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était il y a 4 ans, et petit à petit, ça a grossi. Vous avez mené des actions toujours plus importantes, toujours plus grosses. Quelle a été la suite, de ces premières actions ? Souvent, la première surprise quand on crée un collectif de salariés et qu'on dit je veux pas le faire seul, je veux le faire avec d'autres, c'est que ça agrège énormément de monde, et on voit qu'on réveille des personnes qui avaient aussi cette envie. Et donc, en fait, de 5 personnes, on passe très vite à 20. Et ça, c'est valable dans mon expérience, mais c'est valable dans les... il y a des collectifs, on en a recensé dans 150 entreprises. Et c'est une expérience qui est vraiment partagée. C'est-à-dire que ça agrège des énergies. Notre collectif, on a fait une 40aine d'actions pour changer des fournisseurs pour des alternatives plus responsables, pour partager un manifeste qui a été signé par 1500 personnes dans l'entreprise, pour se former les autres, faire des conférences, des formations, essayer de se former nous-mêmes. Ça, en fait, qui sont des types d'actions qui se passent dans de nombreuses entreprises. Sensibiliser ses collègues, faire des fresques du climat, faire venir des conférenciers. Il y a des groupes dans une entreprise de l'énergie qui ont travaillé pour faire intégrer le mot sobriété à la raison d'être de l'entreprise. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment en fait des actions qui sont du quotidien pour diminuer l'impact de l'entreprise, du bilan carbone, de la sensibilisation, et comment en fait ces salariés qui ont cette envie de vraiment faire changer les choses peuvent aussi participer au changement de la mission des produits d'entreprise. On essaie d'avoir plusieurs portes d'entrée, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir ce mix en fait entre l'exemplarité et aujourd'hui, en fait, tout produit énormément de choses qu'on fait dans la vie vient d'une certaine manière d'une entreprise d'un travail et d'une entreprise. Donc en fait, il faut changer tout ça. Et reprenons un peu le fil chronologique, en 2021, et c'est là un peu la clé du sujet, comme si tu ne faisais pas encore assez, tu t'es dit je peux aller plus loin, je peux faire encore plus. Et là, en fait, avec d'autres salariés engagés de d'autres entreprises, tu t'es dit, écoutez, on va monter en réseau tous ces petits collectifs, et voilà, faire un réseau pour essayer de peser encore plus sur le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la base des collectifs que tu représentes ? Oui, fin 2020, on a commencé à se rencontrer. On s'est mis en relation en fait avec quelques personnes qui avaient des collectifs. Et on s'est rendu compte qu'on avait des expériences assez similaires d'engagement dans l'entreprise. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'on arrivait à se comprendre sans même s'être jamais rencontrés, c'était en Zoom, et qu'on partageait un ADN commun. On a vu qu'on avait des expériences fortes, et on s'est dit pourquoi ne pas inventer quelque chose de nouveau et en fait faire travailler ensemble ces collectifs différents qui s'engagent dans des entreprises variées. Et on a commencé à travailler ensemble à une petite trentaine de collectifs. La première action forte qu'on a faite, c'était publier en avril 2021, donc l'année dernière, une tribune fondatrice, qui est la tribune des collectifs de salariés, qu'on a publiée dans les Échos, qui déjà met au jour ce que c'est qu'un collectif de salariés, parce que ce terme n'existait pas dans le débat public il y a 1 an, et la première action qu'on a voulu faire, c'est déjà d'expliquer ce mode d'engagement entreprise nouveau,
être en train d'arriver et il faut que les entreprises en prennent conscience. On a aussi partagé notre conviction qu'il faut que les entreprises priorisent, fassent des transitions environnementales et sociales leur priorité, le mettent au cœur de la raison d'être de l'entreprise, et qu'une des parties prenantes oubliées dans la transition écologique des entreprises, c'était les salariés. Les entreprises vont voir en externe, vont voir des startups, vont voir des ONG, mais souvent elles oublient en fait d'interroger leurs salariés qui eux-mêmes sont ceux qui font leur cheminement écologique et connaissent l'entreprise de l'intérieur. Et nous on pense que c'est ça. C'est pour ça qu'avec les collectifs, on arrive à fédérer ces communautés et c'est pour ça que ça a une valeur de connecter ces énergies entre entreprises pour porter cette voie-là. Et c'était le bon moment pour créer ça, puisqu'aujourd'hui, vous êtes présente dans 150 entreprises et dans divers secteurs. Ouais, c'est assez incroyable, en fait. On a signé la tribune à 27 collectifs. Alors, il y en avait déjà qui étaient en création, mais qui n'ont pas signé. Et depuis, on a recensé des collectifs dans 150 entreprises. Certains très matures qui se sont créés il y a plusieurs années, d'autres qui se sont créés il y a 1 ou 2 ans. Et le confinement et la crise Covid a aussi augmenté le désir d'engagement. Et certains qui sont en création. Et des entreprises, il y a des gros groupes, il y a de la finance, il y a du transport, il y a de l'énergie, il y a des entreprises de taille intermédiaire, il y a des entreprises à Grenoble, il y a des entreprises à Marseille, il y a des entreprises à Rouen, il y a du public, il y a du privé. Enfin, c'est assez incroyable, en fait, la diversité. Il y a 6000 entreprises aujourd'hui, plus de 250 salariés en France. À minima, chacune de ces entreprises est légitime pour avoir un collectif, parce qu'un collectif, globalement, avec 10% des collaborateurs, et c'est ce qu'on écrivait dans notre tribune manifeste, on a déjà un poids pour avoir un vrai impact dans une entreprise. Est-ce que vous étiez familier avec cette idée de collectif dans la salle? Pareil, je vais vous demander de lever la main, de collectif ou de syndicat. Il y a aussi des syndicats écolos qui se montent. Bon, je vois quelques mains, 7, 8, on va dire à peu près. En potentiel alors, du coup. Donc il y a un potentiel, voilà, et vous êtes là pour découvrir, c'est très bien. Tout projet qui est grandi, parce qu'on l'a dit, vous avez grandi, doit théoriser un peu son mode de fonctionnement, ses valeurs, son action. Chez les collectifs, quel est votre mode opératoire justement pour faire évoluer les entreprises? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est la coopération? Voilà. Comment vous vous placez avec votre mode opératoire au sein de l'entreprise? Je vais revenir à la théorie dans 30 secondes. Déjà, il faut comprendre concrètement un collectif, c'est une communauté qui se donne souvent un nom, des rituels, et ensuite qui choisit des projets et qui va décider de lancer des initiatives. Déjà, et en fait, le mode de fonctionnement d'un collectif dans une entreprise, c'est ça. On identifie un projet. Là, on veut faire un manifeste. On se débrouille. Là, on veut faire le bilan carbone de l'entreprise. On lance ce projet. Voilà, ça, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Les collectifs, en tant que réseau, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne. On veut développer cette expérience de collectif pour que toutes les entreprises puissent en avoir. Donc, on accompagne des collectifs à se lancer, à faire du partage de bonnes pratiques, à essayer de ne pas reproduire les erreurs, ou en tout cas les difficultés que certains ont pu avoir, à adopter la bonne posture pour faire de l'engagement en entreprise, parce qu'on a vu que c'était pas forcément simple. Et après, on veut aussi porter cette voie d'engagement de manière plus large. Donc on essaie d'inspirer les dirigeants en fait à ouvrir cet espace pour accepter en fait ces idées, cette énergie qui vient de leurs salariés. Et sur la théorie, très rapidement, la théorie du changement des collectifs, c'est d'abord de penser sur l'action. On est des activistes en fait avec un grand A, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire des choses. Il ne faut pas attendre que d'autres le fassent. Il faut se dire on va faire des choses dans l'entreprise. Il y a une éthique autour de l'action collective, c'est-à-dire on ne va pas faire une action pour soi, on va la faire avec des personnes, notamment de l'entreprise, donc des collègues, pour l'entreprise, et avec cette espèce de transcendance de dire que c'est pour quelque chose de plus grand. Donc voilà, action collective et action positive, c'est-à-dire qu'on voit la transition écologique comme... on sait que c'est très complexe, et on l'a vu dans le panel avant, ça va être hyper compliqué en fait. Les 10 prochaines années, il va y avoir des énormes bouleversements, et on n'a pas les solutions.
Et donc l'état d'esprit dans lequel les personnes des collectifs s'engagent, c'est aussi de se dire on y prend un bras-le-corps et ce sera mieux après si on s'engage aujourd'hui. Et il y a une question que je me pose un peu depuis le début et je suis sûr que certains d'entre vous vous la posez également, c'est comment la direction vous perçoit et est-ce qu'elle vous soutient, est-ce que voilà, c'est le clash au sein de l'entreprise et plus largement, est-ce que la direction RSE, voilà, elle est de votre côté, quels sont vos rapports avec les syndicats, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à tous les acteurs du monde de l'entreprise? C'est collectif. Ça dépend, j'imagine. Oui, en fait, non, mais très concrètement, ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, les entreprises ont des structures et des rapports entre les syndicats, les directions RSE qui sont très différents. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un mode d'engagement nouveau. Ces communautés, ces collectifs de salariés qui s'engagent dans les entreprises et qui s'engagent entre elles. Et donc, comme toute chose nouvelle qui arrive, ça demande des ajustements. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, typiquement, une direction a encore la responsabilité de la vision d'une entreprise et des leviers extraordinaires. Les syndicats, c'est un mode de fonctionnement qui a du coup plus de 100 ans et qui a des impacts incroyables sur la représentativité, qui a eu des victoires énormes et qui a ce mode d'engagement qui existe, qui est d'ailleurs légal en entreprise. Les directions RSE sont souvent des personnes, en tout cas des entités qui ont une connaissance technique très fine des sujets, mais qui sont parfois que quelques dizaines dans une entreprise. Nous, les collectifs de salariés, c'est des gens qui sont sur le terrain, dans tous les métiers, qui peuvent vite représenter des centaines ou des milliers de collaborateurs intéressés. Et du coup, la vraie question, c'est comment faire travailler ensemble toutes ces parties prenantes de l'entreprise. Comment les rendre complémentaires, quoi. Comment les rendre complémentaires. Et nous, on invite les collectifs à toujours se focaliser sur des actions incrémentales par rapport à ce que peut faire la direction RSE, les syndicats et la direction. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est de créer dans les prochaines années ce nouveau dialogue entre ces communautés de salariés réparties partout, qui s'engagent sur le terrain, et le reste de la structuration de l'entreprise. Et en fait, quand on a préparé cet entretien par téléphone, parce que oui, nous l'avons préparé, tu m'as dit, et j'étais un peu gêné parce que le titre de la conférence, c'est « La jeunesse fait bouger les lignes au sein de l'entreprise ». Et tu m'as dit, oui, c'est bien de parler de la jeunesse, mais il n'y a pas que les jeunes qui font bouger les lignes au sein de l'entreprise. Il y a aussi les vieux, il y a aussi toutes les autres catégories de salariés. En fait, c'est plus l'intergénérationnalité qui permet de faire avancer ces causes au sein de l'entreprise. Une des premières surprises quand des personnes créent des collectifs, globalement, c'est qu'ils se rendent compte que ce n'est pas que les jeunes. Ça va en fait parler à énormément de personnes dans le monde de l'entreprise. Donc en effet, il y a un biais jeune, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui quand même un discours, un engagement de la jeunesse sur ces sujets. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que c'était beaucoup plus mêlé que ce qu'on peut imaginer. Et ça, en fait, c'est réjouissant, parce que ça évite aussi d'opposer. Ça revient à la question, est-ce qu'on est jeune, moins jeune, trop jeune, déjà un peu vieux ou pas. Ça évite d'opposer et de mettre une frontière, en fait, à partir de quel moment on bascule. On a vu que ça générait du travail, des initiatives avec des personnes qui sont dans l'entreprise depuis 2 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Et d'ailleurs, au-delà de la jeunesse, dans des métiers variés, souvent, ce qu'on a vu, c'est que ces dynamiques de collectifs très concrètes, ça va faire se rencontrer des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées dans l'entreprise et qui, avec les rituels des collectifs, avec cette dynamique projet, vont créer des nouvelles relations et créer un nouveau lien. Et ça, c'est un effet corollaire des collectifs, c'est de réhumaniser l'entreprise. L'entreprise, on voit souvent ça comme une machine froide, un logo, et en fait non, c'est des gens qui viennent au travail tous les jours, et nous on a vu que ça rassemblait en fait des jeunes et des moins jeunes, et que ça rassemblait des populations diverses. Et par contre, ce qu'il faut entendre quand même, c'est qu'aujourd'hui dans le cri de la jeunesse, c'est une indignation et une manière de vivre ces sujets de transition écologique avec une vraie intensité. Et nous, ce qu'on voit dans l'engagement des personnes qui s'engagent dans les collectifs, dans ces salariés, c'est qu'ils vivent ça au plus profond d'eux-mêmes. Enfin, moi, ça me touche personnellement de manière intime et ça me questionne tous les jours profondément. Et je pense que c'est ça qu'il faut entendre dans ce qu'on entend de la jeunesse aujourd'hui, c'est ce ressenti hyper fort sur les sujets de transition écologique. Et la question, c'est comment ensuite on catalyse ça et qu'est-ce qu'on fait le lendemain pour catalyser cette énergie qui est parfois une indignation aussi.
Donc ok, on comprend bien que cette envie de changer, voilà, elle n'est pas propre à la jeunesse. La jeunesse peut l'impulser, mais elle n'est pas propre à la jeunesse. Je vois le chronomètre qui est en train de tourner. Il me semble que tu avais un dernier message à faire passer à l'auditoire. Tu voulais leur dire quelque chose en particulier ? Je voulais leur dire qu'aujourd'hui, on est à Change Now, il y a énormément d'innovations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, de processus. On veut faire des métriques, on veut mesurer l'impact, etc. Nous, ce qu'on a vu, et la chose la plus belle qui ressort, en fait, moi, de mon expérience de 5 ans dans un collectif et de 1 an et demi avec d'autres collectifs, c'est que c'est une expérience humaine. Et en fait, la transition écologique, elle est avant tout sociale. L'anthropocène, c'est quand l'humain en fait impacte son climat. Et donc, ce qui veut bien dire que la transition climatique, elle va d'abord être aussi une transition de société et systémique. Et elle nous questionne du coup aujourd'hui sur les relations qu'on a avec les autres personnes. Donc, pour des dirigeants et des entreprises, moi j'ai envie de leur dire investissez sur les gens qui sont dans l'entreprise, écoutez-les, ayez des discussions en confiance, même sur les sujets compliqués, et investissez au moins autant sur l'humain que sur le reste. Et la dernière chose, et je vais finir par ça. On avait un atelier il y a 2 semaines, le 1er mai, dans un festival, dans des rencontres de l'écologie du travail qu'on a co-organisé avec les collectifs. Et il y a une personne d'un certain âge, qui était en fin de carrière et qui nous a dit, on lui a demandé ce que ça lui évoquait, cette dynamique de collectif, et il nous a dit « j'ai envie de pleurer, j'ai envie de revivre, car en fait, les jeunes, vous avez aujourd'hui la capacité de réinventer la société, et moi, j'ai pas eu cette capacité de le faire quand j'étais plus jeune. » Et voilà, la question, c'est pas de réclamer, c'est pas de rester dans son coin, c'est de faire des choses. Et je vous invite tous à, du coup, vous engager. Et si c'est avec les collectifs, on sera ravis de le faire avec vous. Voilà. Bon, c'est une belle façon de conclure, non ? Merci pour ces très beaux mots. Quentin, Merci. On peut applaudir très fort. Merci Théo, merci à beaucoup. Et donc j'imagine que si vous avez des questions à poser à Quentin, il est disponible après cette conférence pour répondre à toutes vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie aussi de participer à cette transformation au sein de l'entreprise et peut-être même de vous mettre ensemble pour accompagner ce changement. Je remercie tous les invités qui ont été super, top, qui ont été inspirants. Merci à tous et à très vite. Au revoir.